La méthodologie OKR, pour Objectives and Key Results, popularisée par Google au début des années 2000, est un outil surpuissant. Il permet de rythmer et rendre actionnable la stratégie d'une entreprise en définissant des objectifs inspirants, tournés impact et mesurables dans le temps. Aujourd'hui, tout le monde en parle et forcément, ça génère pas mal de clichés. Alors, quelles sont ces idées reçues? Lesquelles méritent d'être clarifiées? Je suis Constant Hameau, Product Coach chez Tiga, et aujourd'hui, je vais démonter avec vous 3 clichés sur les OKR. C'est sans doute le cliché que j'ai le plus entendu. Disons-le d'entrée, les entreprises de la tech n'ont pas le monopole sur les OKR, pas plus que sur la culture produit en général d'ailleurs. Bien qu'originaires de la Silicon Valley, les OKR sont applicables et bénéfiques à n'importe quel type d'organisation, quel qu'en soit le secteur. Prenons le secteur du retail par exemple, où j'ai travaillé en mission. De la grande distribution aux grandes maisons de luxe, beaucoup ont déjà adopté les OKR pour rythmer leur stratégie. Concrètement, savoir que l'on veut passer leader sur un segment de marché cette année, c'est déjà bien, mais mesurer la part à prendre chaque trimestre pour y arriver, c'est encore mieux. Cela permettra aux équipes tech, bien sûr, mais aussi marketing, commercial, approvisionnement, de prioriser les bons chantiers pour assurer l'atteinte des objectifs affichés. C'est essentiel pour que chacun comprenne son rôle et avance dans la même direction, qu'on soit une entreprise de la tech ou pas. Eh non, désolé, ça serait trop facile. Je l'ai beaucoup vu en mission. Au démarrage, l'implémentation des OKR peut avoir un effet euphorisant sur les équipes, souvent en manque de visibilité sur la stratégie de l'entreprise. Enfin, on sait où on va. Génial, mais attention, c'est là que ça se corse. Pour être efficace, les OKR doivent déjà vous ressembler. Entre nous, si vous arrivez à calquer vos OKR stratégiques sur n'importe quelle autre entreprise du secteur, alors vos équipes auront du mal à vous suivre sur la durée. Ensuite, ils doivent s'inscrire dans une gouvernance globale, incluant des ajustements organisationnels réguliers, de la synchronisation entre équipes tournée impact et une évolution des méthodes de travail pour s'assurer d'atteindre les objectifs affichés. Je l'ai vu à plusieurs reprises dans mes missions, le manque de suivi régulier des OKR est la raison principale pour laquelle l'euphorie retombe comme un soufflet. Allez, petit conseil, menez un pilote sur un trimestre avec une équipe motivée pour intégrer en douceur les nouveaux rituels et les ajustements organisationnels liés au suivi des OKR. Rien de mieux que de démontrer par l'exemple l'efficacité de la méthode avant de la déployer à l'échelle. Alors oui, mais non. Que chaque membre de l'équipe identifie son rôle et ses priorités grâce aux OKR, oui, c'est l'un des principaux enjeux. En revanche, ils n'ont pas vocation à remplacer les processus d'évaluation individuelle, notamment sur la question épineuse du bonus. Pourquoi ? Simplement pour l'effet contre-productif que cela pourrait créer au sein de l'entreprise. Je m'explique. Si une équipe atteint 60% de son objectif d'augmenter le nombre d'utilisateurs actifs sur son produit sur une période donnée, et que par conséquent, elle ne touche que 60% de l'enveloppe de bonus totale. La prochaine fois, cette même équipe aura naturellement tendance à revoir son ambition à la baisse, pour toucher 100%. C'est l'exact opposé de ce que l'on cherche à créer avec les OKR. L'ambition doit se ressentir sans frein à tous les étages de l'entreprise. Et l'autonomie des équipes doit être encouragée pour leur permettre d'identifier les chantiers à fort impact et entretenir la dynamique positive créée par la mise en place des OKR.